Je m'appelle Franck Biancarelli, je suis dessinateur de bande dessinée depuis 30 ans. Voilà, et donc ça commence à faire un bail et je fais des BD très régulièrement et depuis quelques temps avec mon compère Lewis Trondheim. Voilà, et la dernière, regarde ce professionnalisme, s'appelle Greenwich Village. Voilà. Je crois que je suis à mon max. Alors écoute, c'est une jeune femme on est en 1959, une jeune femme se réveille et en fait elle ne se rappelle plus de rien, sauf qu'elle est persuadée d'une seule chose, c'est qu'elle vit en 2025. Et là on est en 1959, donc elle se demande ce qui se passe et voilà, c'est le départ et je crois que c'est un assez bon pitch. En plus d'apprendre à survivre dans ce monde qui n'est pas le sien, il va aussi falloir qu'elle trouve un moyen de retourner en 2025 et aussi qu'elle résolve quelques menues enquêtes à côté qui viennent se greffer. Donc c'est très rocambolesque on va dire, mais en même temps avec des personnages vraiment très bien écrits par Lewis comme il sait le faire. Voilà. Lewis, les contraintes, comme il est membre de l'Oubapo, il connaît ça très bien depuis très longtemps et moi en fait je le fais, même si personne s'en rend compte, je le fais depuis très longtemps en fait. Je le fais je l'ai fait dans le livre des destins par exemple, je l'ai fait dans le circuit Mandelberg, donc c'est quelque chose que je fais très régulièrement, sauf que là c'est un peu moins en sous-marin, on affiche la couleur et donc l'objectif ici c'était de rentrer, de partir du rythme des Sunday Pages des années 50 et de le tordre un peu de l'intérieur et de raconter une histoire moderne mais avec ses principes narratifs, quoi, les principes narratifs de cette époque-là. Voilà, parce que ça correspondait justement à l'époque où l'héroïne se retrouve, quoi. Voilà. Après, j'ai un peu poussé le curseur jusqu'au bout. Mon objectif n'est pas d'être toujours aussi vintage, quoi, mais je trouvais que ça allait dans le sens du piège et puis je faisais confiance à l'histoire, à ce qui est montré dans les images pour que ça fasse pas vieillot et je crois que c'est réussi parce que c'est ce que tout le monde me dit, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de parfum un peu vintage mais on sent bien quand même que c'est pas un comics de l'époque, c'est pas une histoire de l'époque, on sent bien que ça reste moderne. Voilà, c'était un peu le challenge, un peu on va dire le dispositif un peu qui cherche à piéger le lecteur pour lui raconter une histoire un petit peu différente, sur un rythme un peu différent, avec des situations un peu différentes, des ellipses un peu différentes de d'habitude. On a essayé d'amener tout ça grâce à ce dispositif, qui semble un dispositif ancien, mais utilisé dans un cadre où il n'avait jamais été utilisé. Ce qui se passe, c'est que je me suis dit, tu vois, on parle jamais autant qu'il faudrait, même si on est très, très amis avec Lewis. Je me suis dit, Lewis il doit en avoir marre de faire du dessin réaliste, je ne vais pas encore lui imposer ma présence. Donc j'ai cherché un truc à faire tout seul. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de faire un projet seul. Mais j'ai vu qu'après coup, que ça avait un peu chagriné, enfin il s'en est vite remis, hein, il a d'autres choses à faire, hein, mais que ça avait un peu chagriné Lewis. Et il m'a dit mais t'es idiot, enfin moi si je m'étais forcé, t'inquiète pas, je te l'aurais dit. Donc du coup il est vraiment pas interdit qu'on bosse à nouveau ensemble et rapidement. On n'a rien de prévu, mais moi sachant qu'en fait je lui impose rien, et lui, sachant que j'en ai encore envie, voilà, je crois que ça va arriver assez vite. Mais sauf que là, je fais un bouquin seul. Toujours pour le Lombard, mais pas au sein de la collection signée, et je gère tout, quoi, scénario, dessin, couleur. Ce sera un polar moderne. En fait, j'hésite entre dire ce sera un polar et ce sera un western, sauf que c'est pas un western avec des chevaux, c'est un western en 2025. Donc les chevaux sont des chevaux mécaniques, ce sont des voitures, le shérif est un shérif avec un téléphone, etc. Mais d'une certaine manière, c'est peut-être plus un western qu'un polar. Voilà. Un peu entre les deux. Ça se passe dans le Wyoming, dans ces grandes, à la fois grandes plaines et puis montagnes aussi, avec de la neige. Je vais essayer de ne pas abuser de la neige, mais de la neige quand même. Il va y avoir quelques scènes, voilà. Il faut les scènes de neige, c'est toujours très beau, mais ça peut être vain.
Parfois, en fait, ça peut être juste graphique. Et j'essaye d'éviter ça. J'essaye d'éviter les choses juste graphiques. Que des buildings quand même, si. Mais la neige, si tu veux bien la faire, il faut quand même y réfléchir un peu. Mais le risque est que, comme c'est joli, on fasse une scène de neige même si elle n'est pas utile. Et là, je crois qu'elle est utile. D'ailleurs, oui, je crois qu'elle est très utile. Hélas, non. Mais avec les moyens modernes, je vais donner un petit truc à mes camarades auteurs, si jamais il y en a quelques-uns qui me font le plaisir d'écouter cette interview, parce que c'est un truc que j'ai découvert là, avec cet album. En fait, quand on cherche de la doc sur Internet, on rentre ce qu'on cherche et généralement, il sort à tout le monde les mêmes images. En fait, il faut acheter un bouquin d'époque de photos dans lequel il y a des légendes. Et il faut rentrer la légende dans Google. Et là, il sort tout un tas d'images qu'on n'arrive pas à trouver sinon. Donc voilà, tu achètes un vieux bouquin de photographie des années 50, 60, 70. Et dans ce bouquin, quand tu as quelque chose qui t'intéresse, tu rentres la légende. Et ça marche super bien. Là, il sort un nombre de photos incroyable. Donc ça m'a été très utile. Et Google Maps aussi, pour certaines rues, pour repérer les quartiers les uns par rapport aux autres, savoir si je pouvais faire marcher mes personnages d'un endroit à l'autre ou s'il fallait que je leur fasse prendre le métro. Tu peux toujours tricher, bien sûr, et j'ai triché parfois, hein, mais j'ai essayé de tricher le moins possible. Voilà. Donc de faire le plus de repérage possible. Mes grands maîtres en bande dessinée sont un tout petit peu différents des maîtres que j'ai suivis ici. Si je devais citer mes grands maîtres, ce sont des gens que j'ai découverts enfant, comme la plupart du temps. Hein. Tu sais, c'est très subjectif. Donc je dirais Alex Toth et José Luis García Lopez. Voilà, je dirais ces deux-là. Il s'avère que pour ça, comme je fais référence à des Sunday Pages, j'ai fait référence à d'autres très grands maîtres, qui sont évidemment Alex Raymond, Stan Drake, son partenaire, oh là là, son nom ne va pas me revenir alors que je connais que lui, et puis surtout Alex Skotsky, qui est peut-être pas un grand maître, mais qui est un très grand dessinateur, très technique, et qui faisait un strip qui s'appelait Appartement 3G, appartement 3G en français, et 3G pour Free Girls, et qui est le cadre classique, les trois filles, la brune, la rousse, la blonde, tu vois, qu'on reprend ici. Parce qu'en fait, c'est vraiment construit comme ces comics d'époque. Ce ne sont pas des femmes par hasard, juste pour le plaisir, on va dire, de faire des personnages féminins, d'être à la mode. Non, non, c'est parce que on a vraiment repris tous les codes de l'époque et on a essayé de les mettre dans une histoire actuelle. Évidemment, Alex Toth ou Moebius à la fin. Le Moebius de 40 Days dans le désherbé. Un mélange de titres en français et de titres en anglais. Voilà, ou l'un ou l'autre. Merci Franck. Mais Alex Toth. Alex Toth.